Bravo. Bravo. Phil, aujourd'hui c'est dimanche. Oui. Dimanche, je crois, c'est le 14 ou le 15. Le 14 ou le 15 décembre, je crois. Ouais, là, c'est ça. 13. Ok. Merci, Honora. Et ce matin, avant de On est venir. le 13 13, oui. Ouais. Ok. Avant de venir, on nous annonce le décès de Jean-Baptiste Djiboudi. Tu la connais? Ouais. C'est triste. Jean-Baptiste Djiboudi, c'était un grand frère. On a différents âges, n'est pas très énorme, hein, mais on est de la même génération. Un grand frère reste un grand frère. Il y avait peut-être 3 ou 4 ans entre lui et moi. Mais c'est quelqu'un, c'est le genre de mec qui est toujours jovial. Hein? Tu prends toujours la vie du bon côté. Je ne l'ai jamais vu se clasher avec quelqu'un, être mécontent de quelqu'un. Non, c'est vraiment... c'est douloureux. C'est une perte énorme. C'est une perte. Il a longtemps vécu en France ici. Au moment où il décide d'aller se reposer tranquille au pays, bon voilà, il meurt, on va dire, assez jeune, même s'il a quand même eu du vécu. Mais bon, c'était pas vraiment le moment. Tout ce que Dieu fait. D'accord, bon. Alors, nous voudrions nous incliner sur la mémoire de Jean-Baptiste Djiboudi, Ouais, c'est une perte. et le père, l'initiateur de Marie-Josée, et il a tiré sa révérence en ce jour. Eh bien, nos condoléances à sa famille biologique et puis à sa famille artistique. Bon, Phil, Ouais. tu es un artiste, chanteur, tu es chanteur ou tu es instrumentiste? La question. Alors, d'abord, il faut dire que je ne suis pas chanteur, Mais tu chantes quand même. mais je chante. Alors, Je suis surtout musicien, instrumentiste, mais je peux me servir de ma voix parce que je chante juste, enfin j'essaie de chanter juste, mais je ne peux pas être dans le même registre qu'un chanteur tel Baïs Pinto, Louga François, ne citer que cela. Ernesto Yeye, c'était pas un chanteur, mais c'est un gars qui chantait juste. Ernesto Yeye, c'est d'abord un instrumentiste, c'est un guitariste hors pair, et c'est un arrangeur hors pair, c'est un musicien hors pair. Mais on ne peut pas le mettre dans le même registre qu'un Louga François ou un Ernesto Yeye. Il faut que cette nuance soit bien claire dans la tête des gens. il faut les prendre dans leur news. C'est-à-dire que nous, Il y a des gens qui chantent juste, comme moi j'essaie de le faire. Ernesto Yeye, il chante juste. Jimmy Hyacinthe, il chante juste. Mais ce n'est pas typiquement un chanteur. Je ne sais pas si tu oui, comprends ce que je veux dire. Voilà, Voilà. je vois. Mais bon, mais oui, c'est un chanteur. Mais oui, c'est d'abord un instrumentiste, D'accord. mais qui par la suite s'est révélé comme un chanteur. Alpha Blondy. Alpha Blondy, c'est un chanteur. Alpha Blondy n'est pas instrumentiste du tout. Il joue d'aucun instrument. D'accord. Tout ce qui est, par contre, c'est quelqu'un qui crée des mélodies, et puis des mélodies à base sur la base d'un instrument. Il peut fredonner ces mélodies sur le vocal instrumental, et puis il va demander aux musiciens De traduire. de les traduire dans les faits. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Donc il faut qu'on fasse Oui, il faut qu'on fasse entre le chanteur et le musicien. D'accord. Moi, je chante. Vous voyez que je chante juste, je chante sur les notes, je chante dans les notes, et puis je peux même des fois monter dans des tonalités inespérées. Mais je ne suis pas du tout chanteur. D'accord. Parce qu'il y a n'importe qui se lève, pour peu qu'il donne un machin, qu'il passe bien, allez, il est chanteur, il est star. Et puis il y a trop de stars en Côte d'Ivoire. Il y a trop de Mais stars. tu en es une là. Non, je ne suis pas du tout une star. Et je n'aime pas qu'on me colle cette étiquette parce que je n'en suis pas. Une star, c'est-à-dire, une star, c'est même pas une virtuose des fois. Le terme star, ça veut dire une étoile. C'est quelqu'un qui a réussi à transcender Comme le Michael Jackson. toutes les normes. Comme le Michael Jackson. Voilà, il a fait un truc qui a plu à tout le monde. Et puis, ça lui a tellement réussi
que non seulement il a réussi dans les retombées financières, les retombées sociales, machin de tout, et puis qu'il y a un autre niveau, et qu'il ne laisse personne indifférent. Dès que cette personne-là apparaît quelque part, c'est une émeute. Et donc, pour le moment, quoi, il n'y a pas de stars? Si, il y a des stars. Donne-moi Il y bien, non? a Alpha Blondy. La première star, j'allais dire, de la Côte d'Ivoire s'appelle Wikipédia. Ah bon? Oui, Wikipédia, en son temps, ça a été une star avant l'heure. D'accord. Baïs Fito a été une star. Oui. Parce qu'il ne faut pas confondre les stars, les vedettes, et puis les artistes. Ouais, aujourd'hui, tout le monde est star, machin. Bon, quand j'entends ça, je rigole. D'accord. Ouais. Demandez un peu à Tibus Kofi, il vous dira ce que je suis en train de dire. D'accord. Voilà. Alors, Il ne faut pas tout mélanger, quoi. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans un même panier. d'accord. Il y a des grands, par exemple, tu as connu Nguessan Santa, Oui. un éminent instrumentiste, guitariste. Oh, moi, je suis rien à côté d'un gars comme Nguessan Santa. Il a fait des albums, il chante. C'est juste, c'est beau à entendre. Mais ce n'est pas un chanteur. C'est un musicien, c'est un instrumentiste. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans la musique? Bon, la musique, bon, d'abord, je ne peux pas dire que... Tu avais un parent comme les autres le disent? Non, non, on non. peut chanter, La musique peut être héréditaire, mais souvent non. Souvent non. Moi, je sais que mon père, il avait, quand j'étais petit, il avait un banjo. Il grappillait dessus comme ça, mais il n'était pas vraiment musicien, quoi. Mais par contre, mon père, peut-être que j'avais déjà la musique dans le sang. Et puis, mon père, contre nature, c'est-à-dire involontairement, il m'a jeté dans l'arène. Je t'ai dit tantôt, mon père c'était un nonseur. Il organisait des soirées, les week-ends à la maison où il invitait ses amis, les préfets, les machins, les sous-préfets, et tout ça. Et puis il faisait des grandes fêtes. Il invitait des orchestres. Il invitait Amédée Pierre qui est venu chanter chez nous à Oumé. Hein. À la maison, Yapi Jazz, Mamadou Doumbia, tous les grands de cette époque sont venus jouer chez nous à la maison. Et moi, le musicien qui m'a séduit, c'était Ernesto Djedje. Et pourquoi? Parce que Ernesto Djedje, c'était le guitariste de Amédée Pierre. Et quand l'orchestre jouait, je n'avais Dieu que pour le guitariste. Je ne pouvais pas venir dans la cour, j'étais dans la maison, dans ma chambre, mais je regardais à travers les fenêtres. Je ne regardais que lui. Ah bon? Ernesto Djedje. Ernesto Djedje. C'est moi qui guitariste d'Amédée Pierre. Il y a un morceau d'Amédée Pierre, dopé là. Oui. C'est Ernesto Djedje qui joue là. D'accord. Voilà. Et quand vous écoutez les morceaux d'Ernesto Djedje, toutes les guitares, c'est lui qui les fait. Est-ce que vous savez aussi que Benny Bézi, c'est un guitariste? Il est clavier et il est guitariste. Ah ouais? Toutes ces partitions de clavier et guitariste, il les fait. Mais Benny Bézi, il est chanteur, lui. D'accord. Il est chanteur, mais en plus d'être chanteur, il est instrumentiste aussi. Et Justin Stanislas, lui, c'est un chanteur. Lui, c'est un chanteur. Justin Stanislas, lui, c'est un chanteur. Il est dans le registre des chanteurs. D'accord. Alors maintenant, toi, bon, ça te pique que tu rentres dans la musique. Tes premiers pas, comment ça a été? Eh ben, tu as pris des cours pour... Non. Je n'ai jamais fait d'école de musique. Je ne sais même pas lire une partition. Et pourtant le solfège, je ne connais pas. Ben, j'ai appris la guitare comme ça, sur le temps, déjà à l'école primaire. J'étais à l'école primaire. Déjà à l'école primaire? Ouais, mon père, son âme, tu as dû connaître Larry Sheck. Oui, Larry Sheck, oui. On a grandi ensemble à Oumé. On a fait l'école primaire du CP1 jusqu'au CM2 à Oumé. Et à l'époque, on avait déjà formé un petit groupe. Lui, il était mon bassiste, moi j'étais le guitariste. Et il y en a un autre qui est décédé, maintenant père son âme, il s'appelle Germain. Germain Palier. C'était lui notre batteur. Il avait fait batteur. C'est moi qui chantais. Je chantais et Larry Sheck chantait aussi. Vous étiez trois? On était trois. Et on allait louer à l'époque. Bon, enfin, quand on est arrivé au collège, voilà, quand on est arrivé au collège, Larry Sheck, lui, il était à Boaké, nous, on était à Abidjan. Vous vous êtes séparés? Et oui, non, mais pendant les vacances, on se retrouvait. Et on allait louer le matériel de Germain Bigocon.
à Saint-Fra, c'est lui qui a fait Gaboulgui là. Il devient Gaboulgui, on allait. Mais le truc c'est qu'on allait chercher le matériel de Germain Dugocon pour jouer au centre culturel Doumé. Et lui, ses instruments étaient branchés sur des batteries automobiles là. Oui. Donc, pendant qu'on jouait, le compteur sautait. Et maintenant, on continuait tous de jouer et les gens dansaient dans le noir. Alors, tu fais tes premiers pas comme ça. Voilà, donc j'ai fait mes premiers pas comme ça. Et puis, bon, j'étais à Abidjan, j'étais au collège, machin, tout. Et c'était l'effervescence, l'époque de la pop musique. Il y avait plein de groupes qui faisaient du rhythm and blues, du rock, de la musique pop rock, quoi, tu vois. Il y avait les Solutions. Il y avait les Rat and Finger, il y avait plein de groupes, les Black Davis, les fétiches, qui sont devenus après les super fétiches de Baïs Pinto. Il y avait les Dinaru, de Jimmy Hyacinthe, il y avait les Guins Music de Wikipédia, et il y avait un tas, il y avait les Solutions, et je me rappelle que moi j'étais au CG Garçon d'Adjamé, et dans notre école, il y avait des musiciens des Solutions. Et quand on faisait les kermesses, ils venaient jouer. Et moi, je n'avais Dieu que pour ces gens, j'étais fou. Et donc, j'ai appris la musique à fond. Je me séparais jamais de ma guitare. Si bien que, pour mon époque, je suis devenu comme une espèce de virtuose. Et tous les orchestres d'Abidjan me sollicitaient. Pour faire... Quand ils rentraient en studio, il y avait un studio à Koumassi, le studio de Madame Oro. Je ne connais pas. Donc les musiciens, les Zachary Noël m'appelaient. Zachary Noël. Tu as même joué avec Amédée aussi. Amédée, ouais, mais je ne pouvais pas être musicien permanent puisque je faisais mes études aussi. Oui. Donc c'était que pendant les vacances scolaires, je venais vers ces gens et j'étais avec eux, j'ai joué avec eux. J'ai joué avec eux tous, Mamadou Doumbia, Yapi Jazz. Jacqueline Noël, Série Simplice. Mais lequel qui t'a marqué, lequel qui t'a véritablement marqué? Donc en fait, je les admirais tous. Mais moi, mon truc, c'était de venir jouer, quoi. Tu vois, j'étais... Tu n'attendais rien d'autre que... Je n'attendais rien, des fois... C'est un plaisir. C'était un plaisir. Des fois, j'allais jouer, on me donnait 100 francs ou 200 francs. Et tu te contentais de ça? Voilà, je me contentais de ça, et puis je rentrais. Et mon plaisir à moi, c'était d'écouter ce que j'ai fait à la radio. Quand ça passe à la radio, j'ai dit à mes copains au quartier, ah, c'est moi qui joue là. Alors donc, et comme ça, bon, paf, l'idée de t'enseignant, il fallait chercher des amis pour former le groupe Woody. Ah, le fameux groupe. Avant les Woody, oui. Il faut dire que, bon, je bourlinais comme ça avec tous les orchestres d'Abidjan, j'ai joué un peu partout. Et puis, j'étais fan irréductible des Jeans Music. Et les Jeans Music jouaient dans une espèce de boîte de nuit qui était gérée par John Malik, un autre musicien, un autre artiste musicien de l'époque. Et tous les dimanches, les gars ils jouaient là. Il y avait la mouture des Jeans Music à cette époque, c'était Pedro, Delès, Jean Delès, et puis Chris Depagnon à la batterie. Et puis un jour, Delès a fait défection. Après la mi-temps, Delès a disparu. Et Pet cherchait un bassiste pour le remplacer. Donc il y en a un premier qui est venu, le petit frère de Delès, qui s'appelle Pierre Delès. Mais bon, il n'assurait pas tout à fait, il n'était pas tout à fait ce que voulait Pet. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que moi, j'ai maîtrisé le répertoire des Guins Music, autant à la basse qu'à la guitare. Donc j'ai levé le doigt comme ça, et puis Pet a dit, ah, tu peux jouer? J'ai dit, ouais, je vais essayer. Mais il ne savait pas que je maîtrisais son répertoire. Donc quand je suis venu, j'ai pris la basse. J'ai envoyé un premier morceau, impeccable. Il m'a regardé comme ça. Il dit, bon, on peut faire un deuxième? Il dit, ben allons-y. On a fait le deuxième pas. Il dit, bon, ben j'étais pas. Le malheur de certains, pas le bonheur des autres. Et c'est comme ça que j'ai intégré les Guins Music. Et j'ai joué 7 ans avec les Guins Music. Et c'est là que le grand public a commencé à me connaître. Parce qu'avec les Guins Music, non seulement on a fait des tournées, on a fait plusieurs tournées en Côte d'Ivoire, mais on faisait des émissions télé
Et pour l'anecdote, je crois que le fait de mettre les caméras sur l'épaule est venu du fait qu'un jour, un samedi, on faisait une émission en direct. Mais on n'était que 3 musiciens. Il y avait Pedro, il y avait moi et il y avait Chris Debagnon à la batterie. Donc à la télé là-bas, ils font des praticables comme ça sur lesquels les musiciens sont positionnés pour jouer. Et chacun avec sa caméra fixe. Voilà, chacun était censé être dans son champ. Voilà, dans son champ, avec des caméras braquées sur chaque musicien, vu qu'on était 3. Et puis on a commencé le truc, il y avait un public dans le studio B, là, il y avait un public. Et quand on a commencé, vous avez notre public, le public rock, c'est des gars qui sont chauds. Quand on a entendu les sifflets, on a oublié qu'on était dans un studio. Et que vous étiez fixé. Donc on a bougé, on allait vers le public. Les gars étaient paniqués à la télé. Et puis Ben Soumaro est apparu. Il a crié, il a hurlé, caméra sur l'épaule, caméra sur l'épaule. Le seul qui était fixe, c'est le batteur, Chris Debagnon. Les caméramans ne pouvaient pas rester fixement sur lui. Il a demandé aux gens de mettre une caméra sur l'épaule. Et puis ils ont mis la caméra sur les caméras. Lourdes, les caméras qui pesaient près de 20 kilos là. Ils ont filmé. Bon, nous on a pensé que après cette émission, on allait être rayé complètement des programmes de la télévision. Mais Ben Soumaro nous a reçus dans son bureau. Il dit, mais vous venez de révolutionner la télévision ivoirienne. Oh, bravo. Ça, c'était jamais vu. Mais quand on a revu le machin, c'était ça. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à bouger avec les caméras. Ma session à l'époque, c'était fixe. L'idée de Woody, c'est parti de qui? C'est parti comment? Bon, alors, il y a 2 versions. Ouais. Malheureusement, maintenant, il faut faire avec ça parce que récemment, j'ai vu dans une émission que mon frère Jack Dely a fait avec, je crois, c'est plus polémique, hein, c'est comme ça. Oui, bon, on ne dit pas le nom du média. Voilà, excusez-moi. Mais bon, Jacques a dit un truc qui n'est pas faux. Mais c'est que, bon, ça prête un peu à confusion. Parce que, d'après ce que dit Jacques, le groupe à l'origine serait les Ozidi. Ozidi, mais ce que j'ai écrit en faux, parce que moi je ne suis pas transfuge de Ozidi. Voilà. Moi je citais un peu brièvement mon parcours. Voilà. Et j'ai dit dans mon parcours que j'ai rencontré Chris Debagnon. Dans les Guins Music, j'ai trouvé dans les Guins Music. J'ai joué avec Pedro des Guins Music, avec Chris à la batterie, pendant près de 7 ans. Et puis après, bon, comme j'étais enseignant, j'étais éducateur, enseignant aussi, j'ai été affecté à mon premier poste au CG à Coupé, où j'ai fait 3 ans. Et quand je suis revenu de là-bas, d'à Coupé, je suis allé trouver Fulgence Cassi. Fulgence Cassi, c'était le manager des Guins Music à l'époque où moi je faisais partie de ce groupe. Donc je suis allé le trouver pour lui dire, bon j'ai envie de monter un groupe pop rock, mais essentiellement pop. Est-ce que tu peux m'aider? Il m'a dit, ah, Wiper, parce qu'il m'appelait Wipe à l'époque. C'est même lui qui m'a donné ce pseudo. Wipe, écoute-moi, ce que je peux faire, c'est de recevoir mon émission, Première Chance, et puis tu vas expliquer ton problème. Parce qu'il y a 2 volets, le volet musique, et puis l'autre volet interview. Et dans l'interview, tu passeras un message pour rechercher des gens qui peuvent à l'occasion jouer avec toi. C'est ainsi que j'ai fait Première Chance. Et dans le volet interview, j'ai lancé cet appel. Le premier qui a répondu à mon appel, et à cette époque j'étais au lycée moderne de Koumassi, c'est Chris Debagnon qui est venu me trouver et que j'avais perdu de vue depuis que je suis parti à l'intérieur. À couper, tout ça. Donc Chris est venu et a dit, ah, j'ai vu ton truc que tu as fait à la télévision, Première Chance et tout. Donc je suis venu te trouver pour que, voilà, parce que tu veux monter un groupe, je suis là. Je lui ai dit, alors donc trouve-moi 2 autres musiciens, il faut qu'on soit au moins 4. Trouve-moi, toi tu es batteur, moi je suis guitariste, trouve-moi un clavier et puis un bassiste. Et Chris est venu avec un guitariste et un bassiste. Un guitariste en lieu et place
du clavier. Et on a commencé les répétitions. Qui sont ceux-là? Qui était Le guitariste s'appelle Roland et le bassiste c'était un jeune Gabonais, je crois. Gabonais. Donc j'oublie le nom maintenant, mais il y a longtemps, ça date de 84. Et bon, on a commencé les répétitions chez moi. Je louais le matériel chez Vietnam, des Mères Lessel, qui est un ami d'enfance. Et on répétait chez moi. Mais les amis qu'on avait recrutés, Chris et moi, c'était pas ça. Ouais, c'était pas ça, pas parce qu'ils n'étaient pas bons musiciens, c'était des très très bons musiciens. Mais plutôt que de faire exclusivement du rock, ils voulaient qu'on fasse un peu de variété aussi. Oh, variété, ça ne nous allait pas, Chris et moi. Donc bon, on répétait quand même, en attendant de trouver vraiment les éléments qui pouvaient faire notre affaire. Paradoxalement, Chris aussi était ami avec Jacques Delis et Obo, par l'intermédiaire d'un autre, quelqu'un qui avait ami en commun. D'accord. Tu me souviens? Oui, je te suis. Oui. Voilà, parce que Jacques l'a relevé dans son interview. Oui. Il a dit qu'ils ont fait la connaissance de Chris et puis ils ont commencé à jouer avec Chris, lui et Obo. Et c'est ainsi qu'un soir, une après-midi, j'étais de passage chez Vietnam, parce que bon, on se fréquentait régulièrement. Et Vietnam m'a dit, ah, mais ton batteur, en parlant de Chris, il est ici avec deux gars que je ne connais pas, mais ils sont en train de faire une maquette. Donc je me suis assis, et puis j'ai écouté ce qu'ils faisaient à travers la porte, j'avais des relents de ce qu'ils étaient en train de faire. Et puis ça m'a parlé, quoi, leur musique. Donc quand ils ont fini, ils sont sortis, c'est là que je leur ai dit, ah... Écoutez très bien l'histoire de Woody, hein. Ça m'intéresse, ce que vous êtes en train de faire. Et puis on s'est présenté, Chris m'a présenté à Jacques et Obo. Je me suis dit, mais Jacques me connaissait déjà, parce qu'il m'avait déjà vu jouer avec les Jeans Music. Il m'a même dit qu'il était un fan de Jeans Music et qu'il venait à tous nos concerts. Et même à Boaké, tout ça, il nous suivait partout. Donc bon, il me prenait pour un Libérien ou un... À cause de mon code vestimentaire. Et ce soir-là, on a discuté et tout, et puis j'ai échangé quelques mots en BT avec Chris. Et ça m'a même étonné Jacques, il a dit, ah, il est BT. Dit, ah oui, je suis bien BT, je suis ni Libérien, ni Ghanéen, ni Camerounais. Et bon, alors, moi je leur ai dit, ça me plaît ce que vous faites. Et moi, j'ai l'intention, Chris et moi, l'intention de monter un groupe, machin, tout. Est-ce que je peux vous recevoir chez moi? Donc on est allé chez moi, on a écouté la musique, et puis l'idée du groupe est partie de là. On était en 85, hein. Oui. En 85. Et puis on a recommencé les répétitions pour aller vite. On a recommencé les répétitions à partir de là, 85 à Koumassi. À cette époque, j'étais à Koumassi, Sopine, Bordeaux, là. Voilà, j'étais là-bas. Donc on a commencé à répéter tout doucement, tout doucement, tout doucement. On a fait ça pendant un an. Hein. Bon, les répétitions, ça variait, hein. Les intervalles, c'était une fois tous les mois, ou bien 15 jours, ou bien des fois tous les 2 mois. C'était comme ça, quoi. Et puis, bon, quand les choses ont commencé à prendre vraiment forme, on a décidé de nommer le groupe. Donc on a fait des propositions et on a retenu celle de Chris Desbagnon. C'est lui qui a dit, mais et si on appelait le groupe Woody? Woody, et ça veut dire quoi, Woody? Garçon. Le terme Woody, ça veut dire le garçon plein qui ne recule devant rien. Le battant, le combattant, le guerrier. Voilà. Il faut le prendre dans ce contexte-là. Je pense que c'est. Après, c'est pour ça qu'on a appelé Babo le Woody. Parce que c'est un gars, c'est le canignon, c'est le gars qui est venu faire front au plan, voilà, des trucs comme ça. Voilà. Donc nous on a dit, bon, Woody c'est pas mal, on va s'appeler Woody, les garçons. Voilà. Puis on a adopté ça. D'accord. Il n'y a pas une autre connotation derrière. Et c'est pas parce qu'on est tous bêtés. Parce que Jacques, d'abord, il ne savait même pas que j'étais BT. Moi, je ne savais même pas qu'il était BT. Mais il chantait en BT. Et je comprenais aussi. Tu vois. Alors, les gens nous ont toujours demandé, mais pourquoi vous êtes choisis ou bien quoi? Non, non, pas du tout. C'est notre affinité musicale hein, qui a fait qu'on s'est mis ensemble. Et au départ, on avait recruté un clavier. Un clavier qui était, je crois, baoulé ou Agni, un truc comme ça. Mais bon, lui, pour des raisons d'études,
Il nous a quittés avant même la sortie de notre premier album. Puis il est venu en Europe, je ne sais plus ce qu'il est devenu. D'accord. Voilà. Alors, donc c'est comme ça qu'elle est partie. Le truc de Woody, de Koumassi, on s'est transporté à Yopougon, où j'ai habité, parce que j'ai travaillé au lycée municipal de Yopougon. Ensuite, on est revenu à Cocody, parce qu'un temps, je suis venu au lycée classique. Et puis après, le groupe s'est transporté son siège au plateau, parce que j'ai habité au Bon, voilà. Donc, vous avez coupé avec Fulgence Cassie à cette époque-là? Non, on n'a pas coupé avec Fulgence Cassie. Fulgence Cassie est celui-là même qui a révélé les Woody à la télévision et à la Côte d'Ivoire entière. Et comment ça s'est passé? Parce que, bon, moi j'étais à Yopougon et j'ai découvert que chez Mamadou Doumbia, hein, avec qui j'avais joué précédemment, moi j'étais tout, je suis passé un jour, il m'a dit: ah mon fils, ben ça va, ben, j'ai un studio d'enregistrement ici, un studio 4 pistes. À l'époque, c'était 4 pistes, c'était pas connu. Oui. Dit 4 pistes, donc si vous voulez faire un enregistrement, venez, c'est pas cher, machin de tout. Bon, je ne dirais pas le prix, mais il nous a dit: bon, c'est temps. Et puis bon, Jacques et moi, on s'est cotisé, on a payé, puis on est venu faire une maquette de 4 titres. Et après le mixage, machin, tout, ça, le résultat a dépassé toutes nos espérances. Et à partir de là, on s'est mis à chercher un producteur. Mais tous les producteurs de l'époque nous ont chié à la gueule. Oh. Les grands producteurs, les Badmos, Maïkano, ils ne connaissaient pas le rythme. Ils ont dit: ouais, mais ça c'est rock, pop musique, ça marche. C'est fini, c'est mort ça. Plus personne n'achète ça. Ah, le moral est sapé. Qui va acheter ça, machin? Bon, on n'a pas cédé au découragement. Nous on s'est dit: nous on veut faire ça parce qu'on aime. Et c'est là que nous sommes allés, Jacques et moi, trouver Roger Fulgence Cassie à la télévision. Puis il a dit: bon, Phil, on vient de faire une maquette, écoute ça, et puis dis-nous ce que tu en penses. Et dis-nous comment tu peux nous aider. Il a dit: bon, ok, bon, ben, repassez demain, le temps d'écouter la cassette, puis je vous dirai mon ressenti. Donc le lendemain soir, nous sommes repassés à la télé, à 19h, et ce jour-là, on a bien reçu, on a bien mangé ensemble, et tout, dans son bureau, avec toute son équipe, les 302. Et puis il nous a dit: bon, écoutez les gars, moi, je n'ai pas encore eu le temps d'écouter votre cassette parce que je suis trop occupé. Oui. Donc repasser, soit demain ou dans 2 jours encore, machin, laissez-moi le temps vraiment d'écouter. Ok. Donc on est descendu, et au moment où on allait monter dans nos voitures, au portail à l'entrée, on a vu Cissé Image. Enfin, pour ceux qui connaissent Cissé Image. Oui, c'est un grand réalisateur, il va même former. Cissé Image est venu en courant. Il dit: les gars, je vais vous vendre de la mèche, mais gardez ça pour vous. Depuis que vous êtes partis hier, on n'a pas dormi jusqu'à maintenant, à cause de votre cassette. Hein? On a écouté que ça, toute la nuit, toute la journée. Je vais regarder comment je suis fatigué. Et puis on s'est dit: moi, vous avez regardé. Non, tu es sérieux, hein? Alors que Phil vient de nous dire qu'il n'avait pas eu le temps de. Non, c'est parce qu'il ne veut pas vous rendre la cassette. Il veut l'écouter encore. On dit: ah, mais quand ça ne tient, même si c'est 2 semaines, on lui laisse le temps d'écouter. Bon, on revient, on va pas revenir dans les 2-3 jours, là, mais on va revenir dans 1 semaine. Et puis, 1 semaine, peut-être 10 jours plus tard, on est revenu à la RTI. Bon, là, Fulgence nous a dit: bon, écoutez les gars, moi j'aime ce que vous faites, mais je ne peux pas me mettre à la place du public. Moi, je ne suis qu'un animateur. Donc, je vais faire une émission spéciale pour vous, pour que le public vous découvre. Donc, on a dit, on va faire ça en live. Mais nous, on a refusé. Parce qu'on s'est dit, tel qu'était la télé avant, le son qu'on a dans le studio, il passe très très bien, il y a une bonne ambiance. Mais le son qui passe en régie, c'est pas la même que... Et nous, on ne voulait pas prendre des risques. Donc on a dit: non, Phil, nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire un playback. C'est-à-dire, vous passez la cassette, et puis on chante dessus comme si on était en live. Oui. Il dit: bon, ben, dans ces conditions, il faut que vous repartiez refaire l'enregistrement parce qu'il y a trop de petits bruits. Voilà, techniquement, il y a des bruits parasites. On dit: ok. Il avait une oreille, hein, Phil? Ah oui, ben, Phil, ben, c'était vraiment, c'est un homme complet. Lui-même, il est musicien. Ah, ok. Ouais, il tâtonnait la guitare, il faisait du piano, c'est tout ça.
du clavier. Et puis donc, on est parti voir Mamadou Doumbouya. On arrive chez Mamadou Doumbouya, le vieux qui nous dit « Ah, les enfants, vous avez de la chance. Maintenant, la 4 pistes, c'est mort. J'ai eu 8 pistes. » Donc, on se met, on enregistre sur la 8 pistes et le son est nettement meilleur que ce qu'on avait fait précédemment. Donc, on finit ça et puis on revient voir Phil. Il dit « Bon, d'accord. Bon, ça, c'est mieux que là. On va faire l'émission. Donc, on va faire une émission LFK Show spéciale Woody. » On dit non, nous on ne veut pas d'émission spéciale pour le Woody parce que c'est notre premier passage. Si tu veux nous prendre en même temps que les autres artistes que tu as invités, on va jouer 2 morceaux seulement pour voir la réaction du public. Il dit ok, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Mais laissez-moi aller à Boaké, je vais faire pour le carnaval de Boaké. Et puis, à mon retour, on vous programme. Sauf que Phil, il est parti. On devait se retrouver 15 jours après. Hein. Il est parti pour le carnaval. Et puis, on nous a annoncé qu'il était pas mal, il était malade, il avait pas lu, machin. Donc, il est allé se reposer un peu au village. Et puis, ça a pris du temps. Donc, chaque fois, nous, on repassait à la télé, voir abondamment des débats. Donc, Phil revient de Boaké, au lieu de venir directement à Abidjan, il va au village. Ouais, parce qu'à Kokumbo, on vous a dit qu'il était très souffrant, il avait un palu. Voilà. Donc, oui. Phil était à Kokumbo et nous on commençait à perdre espoir. Mais après il laisse des instructions pour que son équipe nous fasse passer à son émission LFK Show qui était animée par Anne Taki. On ne sait même pas où il est. Oui, bon, je crois qu'il est retourné aux impôts parce que c'est un fonctionnaire des impôts, voilà, un truc comme ça. Donc, Aïn Taki nous reçoit à son émission, à l'émission LFK Show. Et il y avait plusieurs artistes, et nous, on a balancé, comme on avait souhaité, on a balancé 2 titres, dont Doussi. Et à notre grande surprise, Aïn Taki qui vient nous dire que le standard est bloqué. Tellement que j'appelle. Ouais. Toute la Côte d'Ivoire s'est mis à appeler la RTI pour demander c'était quoi ce groupe. Était-ce des Américains, était-ce des machins, et tout. Puis il y en a d'autres qui disent non, mais c'est pas des Américains parce que ce qu'ils chantent là, on entend. C'est BT. Oui, ils chantent en langue BT, mais d'où ils sortent, machin, tout. Et le standard était complètement bloqué. Et un Taki est venu en sueur, nous dit les gars, on n'a jamais vu ça à la télé, le standard est bloqué. Donc nous, ça nous a donné du coffre. On s'est dit, ah, donc on est peut-être dans le vrai. Donc suite à ça, je vais dans les grandes lignes. Hein. Oui. Voilà, suite à ça, on a décidé de passer à une autre étape. Donc et l'émission nous a aidés en ce sens que M. Koudouillon Stéphane, qui est aujourd'hui député, l'honorable Koudouillon Stéphane, s'est joint à nous, et c'était Koudouillon Stéphane, c'est le grand frère de Jacques Dely. D'accord. Voilà. Donc il est venu proposer ces services. Pour vous encadrer, quoi. Nous encadrer, voilà. Et tout de suite, il nous a fait dotation de matériel, il nous a trouvé une salle de répète, machin, tout. Et la chose a pris une autre envergure. On s'est mis à répéter tous les soirs dans une salle qui nous avait allouée. Et puis, Fulgence a donné des instructions depuis Kokumbo pour qu'on refasse une autre émission LFK Show, mais cette fois spéciale Woody. Donc on a pris rendez-vous dans les 2 mois qui allaient suivre. Entre temps, on s'est dit bon, on va profiter de ça pour mettre en place un concert à l'Aïtassi, à Trècheville. Et donc on a fait le deuxième passage. Ça c'est connaisseur qui connaît. Hein? On a fait le deuxième passage à la télé. Et on a annoncé en même temps dans les bandes déroulantes que le groupe aurait un concert à l'Aïtassi. Et le jour du concert, bon, on est allé. Vous étiez inquiet. On était inquiet. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, voilà, tout ça. Exactement. Et nous sommes allés faire la balance autour de 9h, 10h le matin. Tous nos amis de la presse étaient là. Il y en a qui étaient là pour nous fustiger.
qui est là pour nous accompagner. Et de tout, Momo, lui. Oui, Momo, lui. Salut, Momo. Ouais, salut, Momo, j'ai mon ami d'enfance. Oui. Il dit, Azoumé, j'ai déjà les titres de mon article. Les Woody devant une salle vide. On avait un truc. On se dit, ah, qu'est-ce que ça va donner? Mais après, on s'est dit, bon, on s'en fout. Nous, on aime, on fait. Oui. S'il y a du monde, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis, on s'en fout. Allez, on fonce. Oui. Et puis, sous le coup de 16 heures, bon, Mamadou Doumbia, qui était notre ingénieur de son, il avait un matos rutilant. Sous le coup de 16 heures, on est tous allés s'apprêter. Ouais, vous reposez un peu. Et le soir, on est venu, moi je me souviens que j'étais avec Obo dans la voiture. Et à l'entrée de l'Aïtassi, oui. À 200 mètres, on a vu une foule énorme devant l'entrée de l'Aïtassi. Donc j'ai dit à Obo, je dis, bah putain les gens, parce qu'à l'Aïtassi, il y a la salle de concert, mais il y a une autre salle de mariage. Oui, donc. Et les gens viennent souvent faire des mariages. Oh là là. Donc je dis à Obo, mais pourquoi les gens choisissent le jour où on fait un concert pour faire leur mariage? On était inquiets. Jusqu'à ce qu'on arrive devant l'entrée de l'Aïtassi. Oui. Et dès que les gens nous appellent, on dit, les voilà, ils sont là, ils sont là. Alors, on comprenait bien. Et puis tout de suite, il y a un cordon de gros bras pour vous sécuriser. Qui viennent nous sécuriser. Ils empêchent les gens de nous atteindre. Et au bon moment, on se réunit, on dit, ah, on est devenus des stars. Donc, je garde la voiture, on descend. On était entourés, les gens voulaient nous toucher déjà. Et tout. Ils nous ont escortés jusqu'à la loge. Oui. On arrive dans la loge et trouve Jacques. On dit, Jacques, mais tu as vu les gens qui sont dehors? Il dit, oui, mais je viens de subir la même chose. Je dis, on est déjà des stars. Ah, c'est bon, la belle époque. Ouais. Le seul hic, ce jour-là, mon petit frère, Honorat, il était là, mais il avait un problème de santé. Oui. Je crois qu'il avait une migraine terrible, il m'a dit la migraine. Le pauvre. Ça m'a un peu... Oui. Voilà, ça m'a un peu affecté, mais quand même, on a fait le concert. Oui. Et c'est tonton Bouba qui s'est proposé. Il s'est proposé même? Oui, il s'est proposé. Il dit, il faut que ce soit lui qui anime. On a dit, mais on n'a pas la rampe. Il dit, on s'en fout, les autres. Il dit, je vais animer le concert. Et c'est lui qui a animé ce concert. Ben, ça a été un très très beau concert. Et ça a été le départ un peu de tout. Donc après ça, Coup d'Union nous a dit, bon écoutez les gars, moi je ne suis pas très riche, mais avec les moyens du bord, on va rentrer en studio. Et on est rentré en studio chez James Benny Scott. Son studio s'appelait le studio Genimat, où on a enregistré le premier album de Woody. Et on était sur la fin de l'enregistrement, c'est-à-dire qu'on allait aborder la phase des mixages, quand un soir, Venance Conan, parce que Venance Conan, c'est notre famille, hein, on a tout fait ensemble. Le DG actuel de Fraternité Makala. Oui, lui, il y avait lui, de Venance Conan, Solo. Oui, et lui, animateur à RFI là. Et puis, il y avait qui d'autre là? Alexis Otapé, mais qui a quitté le monde des médias depuis assez longtemps. Mais ce sont des gens... Et Tibus Kofi. Non, Tibus Kofi, lui, c'est mon binôme, quoi. Il jouait aussi? Non, il jouait, mais lui, on a plutôt joué à l'OUA, à l'orchestre de l'université. D'accord. Ouais. Donc, voilà, Venance est venu avec ce soir-là, il est venu avec Yves Zogo Junior, pour lui faire écouter ce qu'on était en train de faire en studio. Et Junior, quand il est rentré en studio, il a écouté les titres, et puis le titre Douci là a retenu son attention. Il dit, ah moi je veux ça, bientôt on va enregistrer pour Afrique Étoile, il me faut ce morceau. Hein? Oui, mais on n'a pas encore mixé. Il dit, oui, mais mixez-le, mais je veux ce morceau, je les veux à Afrique Étoile. Donc on a mixé spécialement Douci pour Afrique Étoile, pour l'enregistrement de machin. Et puis la semaine d'après, on est allé à l'émission de Afrique Étoile. Mais l'émission n'est pas diffusée tout de suite. Ouais, ça arrive. Maintenant, il met les moyens à votre disposition pour d'Union là. Pour d'Union Stéphane. Et après ça, donc, on fait le concert à l'Aïtassi, oui, qui est un véritable succès. Et après ce concert, vous rentrez en studio. Maintenant, on est sur Yves Zogo Junior. Junior qui voulait absolument le titre Douci
pour faire voilà, l'émission. Afrique Étoile. Ah, c'était suivi à l'époque, hein? Oui, on fait c'était la CEDEAO même. Afrique Étoile. Et puis pour les fêtes de fin d'année, en 89, eh ben, donc Afrique Étoile passe l'émission. Et voilà, boum. L'explosion. Vous dit. Ouais. On n'avait pas encore fini le studio que Emidiat Music appelle le coup d'union pour lui dire ils veulent sortir l'album là avant la fin de l'année 89. Donc bon, ils mettent les moyens pour qu'on finisse le mixage, machin tout. Et puis ils organisent un cocktail de presse à l'Hôtel Ivoire. Et puis voilà, ils mettent le premier CD aux enchères. Oui, vas-y. Oui, vas-y. On n'a pas fini, s'il te plaît. Les enchères. On n'a pas, oui. Et puis voilà, l'épopée Woody démarre en trompe. Et on arrive sur la scène musicale avec notre style, notre genre un peu particulier. Et tout. La suite, tout le monde la connaît. Voilà. Après cet album qu'on a appelé Epsilon, on a fait le deuxième album en Angleterre. À la faveur d'un concours de musique organisé par l'écurie Marlboro et géré à l'époque par un Suisse américain du nom de Dr. Bill. Voilà. Et sur plus de 200 orchestres enregistrés, les Woody sortent vainqueurs de ce chant. Et voilà, pour récompense, on va enregistrer en Angleterre. En Angleterre où on a enregistré le fameux morceau Picasso. Oh poisson, nyame molo, oh poisson, et puis à Walessé que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. À partir de là, bon, ça a été l'épopée Woody, on a fait des tournées en Europe ici et tout, voilà. Et puis on a enregistré, je crois, 2 autres albums ici en France. Dans les années 96, 97, 98, on a fait tout ça. Et puis, bon, il y a eu un petit relâchement. Voilà. Et suite à ça, bon, en 99, moi j'ai décidé de partir. Ouais. J'ai décidé de venir en France pour des raisons familiales. C'est-à-dire qu'il a cassé le groupe, quoi. Non, le groupe n'est pas cassé, le groupe existe toujours. Oui, mais c'est plus ça, quoi. Le groupe... l'esprit n'y est pas, quoi. Ah, ben, je ne sais pas si l'esprit n'y est pas, mais bon, j'ai pu entendre de la bouche de mon frère Jack, dans cette émission-là, People Unique, que ouais, puis la ne fait plus partie du groupe. Ben, si c'est une façon de m'éjecter du groupe, bon, ben, c'était peut-être une information, bien un message qui me passe, j'en sais rien. Mais bon, je crois que autant opportun, on aura l'occasion d'en parler parce que nous, dans les Woody, on règle toujours nos problèmes en famille. En famille, ouais, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, vous retracez un peu l'histoire, la genèse du groupe. Voilà ce que voilà ma part. Et puis vous revenez à Abidjan. Maintenant, vous faites des concerts, vous descendez à Américo. Mon vieux, c'était à la sortie de Awalessé, quand on est revenu d'Angleterre. Ben, on a été accueillis en grande pompe à l'aéroport. Toute l'équipe de Marlboro était là avec une pléthore de 4x4 Marlboro, tout. Les médias, tout ça. C'était bien, quoi. Ça a été une belle époque. On a fait le premier concert au Parc des Sports de Trécheville. On est descendu en hélicoptère. Après, on a fait un autre concert au stade de l'université d'Abidjan. On est descendu une seconde fois en hélicoptère. C'était quand même inédit. Hein. C'était quand même inédit. Personne n'a fait ça. Jusqu'à présent, je ne pense pas que... Il y en a qui en ont fait. Alpha Blondy a fait un truc comme ça. D'accord. Don Bouba aussi, il a fait un truc dans le cadre de son émission. Non, pas de la musique. Pas de la musique. Ah oui, d'accord. Bon, alors, Phil, c'était juste pour que, directement ou indirectement, on te découvre à nouveau. Et quels sont tes projets maintenant? Puisque ce que tu nous as égrené, ça t'a quand même laissé des séquelles indélébiles. Maintenant, quels sont tes projets? Bon, je dois dire à propos de ça, je dois dire que quand on fait partie d'un groupe, soit on est identifié pratiquement au groupe,
Et à partir de là, il est difficile de gérer une carrière solo, oui. Ou alors c'est totalement le contraire. Oui. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui transcende sur le groupe et donc qui sans lui, sans sa présence, le groupe ne peut évoluer. Mais dans le cas de Woody, je pense que c'est surtout ce qui doit primer, c'est le fait que le groupe soit toujours ensemble. Et les éléments sortis de l'hémisphère, de l'ensemble du groupe, reviennent. Soit pratiquement difficile à... Donc vous allez vous remettre. Vous allez vous remettre. Donc peut-être s'il y a des bonnes volontés qui veulent que le groupe se remette, il n'y a pas de souci. Toi tu es disponible. Moi je suis disponible, à moins que on ne veuille plus de moi. Jacques t'a limogé déjà. Jacques t'a rangé déjà. Jacques ne veut plus de moi, bon, ça c'est une autre histoire. Sinon, bon, ce serait que le groupe se remette en scène, oui. Parce que nous on n'est pas des footballeurs. Donc tant qu'on a la santé, on peut faire la musique jusqu'à même 100, 200 ans, 300 ans. Oui. Bon, mais sinon, voilà, ce serait pas mal parce qu'il y a une synergie entre nous, oui. Qui fait que le fait de se retrouver, dans le groupe, malheureusement, Chris n'est plus là, oui. Mais le fait de se retrouver, les trois que nous sommes, on se retrouve, mais on peut encore pondre les choses qui vont émerveiller, quoi. Émerveiller, voilà. D'accord. Ok. Bien, alors, chers amis, voyez, nous initions, en cette fin d'année, nous initions une émission qui consiste à aller partager le quotidien d'un artiste. Le premier avec qui nous initions cette rubrique sur businessactuality.com, je peux te taper? Bien sûr. Il s'appelle Phil Azoumé. Et moi, oui. Je peux te taper aussi? Oui. Mais faut pas... Arrête tes gros doigts là. Arrête tes gros doigts là. Faut pas m'écraser. Alors c'est un film, et puis bon... Attends, je voulais juste parce qu'on était dans les cadres des projets. Oui. Donc, moi j'ai cru que c'était ton vœu de vous retrouver. En fait, j'avais commencé à tourner un peu dans Paris, on aurait témoin. Oui. On avait commencé à faire parce que j'ai fait plein de festivals ici en France. Oui. Le seul souci, c'est que je n'ai pas encore, depuis au moins 20 ans, réussi à passer à percer le milieu showbiz français. Oui, showbiz, non seulement le showbiz, mais le milieu des médias français. Ouais. Parce qu'il y a les médias de la diaspora, oui. Il y a les grandes chaînes, comme la 1, la 2, la 6. Oui. Une fois que vous arrivez là-bas, c'est bon. C'est garanti que vos œuvres vont être vendues même dans les supermarchés. Et forcément, les gens vont aimer, donc ils vont acheter. Et ça vous fait vivre, vous vivez de votre art. Bon, maintenant, nous on tourne dans les festivals, on en diable les festivals, mais comme on n'est pas encore sur les grands médias, bon, on attend que le truc s'ouvre un jour. Mais en attendant, le corona, la pandémie est venue freiner un peu tous les élans. On avait des projets dans certains pays, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Mais c'est ensemble. Donc une fois que les choses sont ouvertes, voilà, j'ai des séries de concerts à faire du côté du Canada, machin, et voilà, on travaille. La Côte d'Ivoire peut se permettre d'espérer un jour te revoir à Abidjan? Bien sûr, c'est mon pays. Tous les jours, je nourris l'envie d'y aller, mais bon, en ce moment, la situation sociopolitique est un peu bizarre, et moi, bon, voilà, compte tenu de mes prises de position, ben, je ne sais pas si je suis le bienvenu à Abidjan. Voilà. C'est ça le problème en ce moment. Voilà. Notre pays a beaucoup changé. La Côte d'Ivoire a changé, mais son nom n'a pas changé. Alors, Phil, vraiment, je ne sais pas comment te dire merci. Il faut qu'on arrête parce qu'on risque de prendre une contravention. Parce que le couvre-feu, c'est dans 1 heure. Et ici, Paris, nous en avons mis, je crois, 1h45. Il faut qu'on fasse vite pour partir. Okay. Coronavirus oblige. Nous sommes obligés de vous dire merci. Honora, j'ai rempli ma part. Il t'appartient de faire le montage pour businessactuality.com. Joël Etienne et Phil Azoumé, ça rentre dans l'histoire et l'histoire parlera de cette rencontre. Peace and love. Voilà. Peace and love. Peace.